David Cronenberg, en fait, au départ, c'est un cinéaste d'origine canadienne qui a, je dirais, qui a aujourd'hui, donc il a commencé sa carrière en 1969 avec son premier, enfin sa carrière professionnelle avec son premier long ou moyen métrage, ça dépend des sources, et qui, bon, qui est toujours en activité aujourd'hui, donc il a quand même plus de 50 ans de carrière, et c'est quelqu'un qui a une filmographie qui est assez dense, et surtout, ça c'est quelque chose qu'on remarque la première chose qu'on remarque chez Cronenberg, c'est la cohérence de sa démarche artistique, la cohérence de ses thèmes. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est reconnu comme ont pu l'être en leur temps des auteurs comme Jim G. Ballard ou Philippe Cadic, c'est-à-dire vraiment des artistes qui ont créé des concepts. On peut parler aujourd'hui enfin, on peut dire aujourd'hui qu'il existe un cinéma cronenbergien qui a une esthétique cronenbergienne, qui n'est pas simplement d'ailleurs cantonné au cinéma, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des artistes plasticiens, des écrivains, des musiciens, qui se revendiquent esthétiquement de l'héritage de David Cronenberg, même s'ils sont hors du champ du cinéma. C'est-à-dire qu'il a vraiment, Cronenberg fait partie des artistes qui ont créé une esthétique, des concepts, il y a un avant et un après Cronenberg, ne serait-ce que dans la représentation du corps, par exemple dans l'art. Je pense que c'est la première chose qu'on peut dire de Cronenberg, c'est qu'il a influencé, marqué la manière dont on représente aujourd'hui le corps, et notamment le corps dans ses manifestations horribles, grotesques ou gore, pour reprendre l'expression consacrée. L'esthétique de Cronenberg, elle est indissociable déjà du genre qui l'a rendu célèbre, et ce genre, c'est le cinéma gore. C'est-à-dire qu'en fait, alors, juste pour remettre un petit peu, le terme gore apparaît en 1962 avec Blood Feast de Herschel Gordon Lewis, qui est le premier film gore de l'histoire du cinéma, qui était en fait un cinéma d'horreur à petit budget qui centrait son attraction sur les effets sanglants, les mutilations et les chairs éventrées. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux, je dirais, professionnels, donc on utilisait des abats de boucherie, du sang, du sirop d'érable en guise de sang. Et le cinéma gore, en fait, qui au départ était cantonné aux États-Unis dans le circuit des drive-in, va s'imposer dans les années 70 comme un cinéma, je dirais, enfin, le gore va petit à petit envahir le cinéma commercial jusqu'à la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est qu'on a effectivement beaucoup de films qui sont aujourd'hui des films d'auteur primés, etc., des films qui sont considérés comme des grands films, des grandes œuvres d'art, qui comportent des plans gore qu'on ne se serait pas permis il y a 30 ou 40 ans. Cronenberg est clairement un des artisans du cinéma gore. Il en est même une des célébrités aux côtés de Georges Romero, de tous les cinéastes un petit peu horrifiques des années 70. Il a vraiment créé une sous-catégorie de cinéma gore qu'on appelle la body horror. C'est-à-dire un cinéma qui est basé sur des mutations, sur des corps ouverts, notamment une des images les plus marquantes de ses tout premiers films, c'était l'image du parasite qui explose le ventre d'une de ses victimes et qui jaillit pour se coller au visage des habitants d'un immeuble. Ça, c'est une image qui avait beaucoup marqué son époque, c'est-à-dire l'image d'un parasite qui investit le corps et qui ressurgit de l'intérieur. Et on va beaucoup identifier l'art de Cronenberg à cette manière d'extérioriser l'intérieur, c'est-à-dire de rendre, je dirais, ce qui est l'intérieur des viscères, de le rendre extérieur. Cronenberg d'ailleurs avait une boutade, mais comme toujours chez lui, les boutades sont toujours un fond de sérieux. Il disait que si on regardait une très très belle femme marcher dans la rue, on peut admirer sa beauté, et si on la voyait sur une table d'autopsie ou au cours d'une opération, on aurait la nausée, alors qu'on pourrait, si on adopte un certain point de vue, admirer la beauté des organes internes d'une personne. Ça a quelque chose d'un petit peu enfin, humoristique, mais pour Cronenberg, il y a un arrière-plan qui est quand même assez sérieux. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée, c'est qu'il va chercher une beauté dans l'organique, là où d'autres gens verraient de la répulsion ou de la laideur. Et donc c'est quelque chose qui va travailler constamment de film en film. Et on peut dire qu'il y a un art cronenbergien au sens où il y a un art je dirais, de la... il ne s'agit pas d'ailleurs de créer forcément du gore au sens premier du terme, mais il va s'amuser de toutes les formes de transformation qu'on peut appliquer au corps et à l'intérieur du corps. Donc ça, on peut dire qu'il y a un art cronenbergien. Et il y a, je pense aussi, quelque chose de l'ordre
Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup aujourd'hui, bon, qui est très très à la mode. Il y a l'idée, c'est que l'humain devient autre chose que le simple humain. Quelque chose qui fait que les personnages de ces films sont très souvent des mutants. Il y a toujours cette idée, dès ses tout premiers films d'ailleurs, que l'humain est en processus de transformation. Il y a quelque chose à dire à propos du discours que tient Cronenberg, parce que Cronenberg, c'est un cinéaste, mais c'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui, là aussi, ça rend difficile un peu la part d'analyse de son cinéma, c'est que lui-même fait l'analyse de ses propres films. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué, c'est quelqu'un qui est très cultivé, extrêmement doué en termes en tant qu'orateur, si je puis dire, et c'est quelqu'un qui conceptualise ses propres films. Et on peut dire que toute la question de son propre rapport personnel, il l'a déjà formulé dans tous ses interviews, et il a toujours affirmé non, non, ça n'a rien de personnel, c'est quelque chose qui... Lui, en fait, ce qui l'intéresse au départ, alors, bon, il faut revenir un petit peu à ses racines aussi artistiques, c'est quelqu'un qui au départ, c'était un fils de la bourgeoisie, je dirais très cultivé, son père, enfin, dans sa famille on pratique beaucoup la musique, lui-même à un moment donné veut devenir musicien d'ailleurs, et puis il va se passionner pour la science, mais pas longtemps, parce qu'il s'aperçoit que les études à la fac scientifiques sont pas très délirantes en fait, et il va en fait finalement trouver sa voie, qui est une voie un petit peu hybride, en fait par la littérature et le cinéma, mais pas n'importe quelle littérature, c'est un gros lecteur de science-fiction, notamment de Isaac Asimov, et il va découvrir surtout Vladimir Nabokov, qui reste un de ses auteurs préférés, et surtout l'artiste qui va changer sa vie, c'est William Burroughs, l'auteur du Festin de Nu, où on peut dire que chez Burroughs, il y a déjà tous les thèmes, la mutation, les organes, etc., la télépathie, qu'on va retrouver dans Scanners, etc. On peut dire qu'il y a toute une part, on peut presque dire la quasi-totalité des thèmes que Cronenberg va développer sont déjà présents dans l'œuvre de William Burroughs et dans le Festin de Nu en particulier. Cronenberg d'ailleurs dit lui-même que la lecture du Festin de Nu et de l'œuvre de Burroughs en général a complètement étouffé sa vocation d'écrivain. Il a dit c'est pas possible d'écrire après ça, il a été trop loin, il a fait le tour de la question. Et par contre le cinéma, ce qui l'intéresse dans le cinéma, alors, il découvre tous les films tous les films d'horreur de Roger Corman, les films de la Hammer, il découvre le Masque du démon, où il découvre Barbara Steele qui va faire jouer dans Frisson. Mais surtout, son vrai déclic, c'est le cinéma expérimental. C'est-à-dire qu'il découvre avec ses copains étudiants, on est dans les années 60, il raconte qu'à Toronto, ils organisent des marathons de courts-métrages où ils passent des nuits entières à regarder que des films expé, où on voit les films de Kenneth Anger, de Stan Brakhage, en fait, tous les cinéastes underground américains, donc c'est que des courts-métrages, des films qui sont hors du circuit commercial. Il dit, mais c'est ça ma vocation, c'est-à-dire qu'il veut être un cinéaste expérimental, un cinéaste d'art. Et c'est vrai que sa passion, il y a d'une part tous les films à petit budget, tous les petits films d'horreur à petit budget, et les films expé, mais qui sont hors du circuit commercial. Et comme il n'existe pas de cinéma canadien commercial à l'époque, il dit, ben, j'ai trouvé ma place, c'est le cinéma underground. Et en ce sens, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est... je dirais, porté sur une forme d'expérimentation. Mais curieusement, ce n'est pas un expérimentateur sur l'image. Il va expérimenter sur des concepts. Et ces concepts, encore une fois, il ne les a pas repris, parce qu'il les a quand même beaucoup poussés à un certain niveau. Mais c'est vrai qu'on les retrouve beaucoup chez William Burroughs. Et il y a un auteur aussi dont on peut beaucoup rapprocher Cronenberg, c'est Jim J. Ballard. Jim J. Ballard qui sort La Foire aux atrocités en 69, son livre apocalyptique, et au moment où Cronenberg tourne ses tout premiers films, Stereo et Crimes of the Future, qui sont consciemment ou pas concomitants avec l'œuvre de Ballard et qui y ressemblent beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, je dirais, de l'air du temps, que Cronenberg a beaucoup capté. Et il y a quelque chose aussi je dirais, de l'ordre d'une certaine contre-culture qu'il a très bien su capter. Et par contre, c'est vrai qu'effectivement, le rapport, le corps, le médical, l'aspect gore, etc.,
c'est quelque chose dont il s'est toujours défendu d'y mettre quelque chose de cathartique ou de personnel, à l'exception d'un seul film qui sera Chromosome 3, qui est un peu l'exception qui confirme la règle. Chromosome 3, c'est le film où il va régler des comptes personnels de son propre aveu, et il va utiliser la violence du cinéma d'horreur pour faire une sorte de vengeance symbolique contre son ex-femme. C'est l'exception qui confirme la règle. Tout le reste est, comme il le dit lui-même, ce qui l'intéresse, c'est, comme il le dit, l'invention. Il veut inventer des choses parce que, et ça encore une fois je cite de mémoire, il dit que ça le stimule. Alice! Réponds-moi! Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas! On dirait une Donnez du colère! sang. Scanners, littéralement, c'est le premier gros carton commercial de Cronenberg. C'est un de ses très gros succès de l'époque, c'est le film qui va le faire rentrer dans le cinéma grand public. Quand je dis que c'est un des films les plus célèbres de Cronenberg, il est avant tout célèbre aussi pour son visuel. C'est vraiment un film qui est dans toute la période body horror, la période gore de Cronenberg, c'est clairement le film qui a servi un petit peu de porte d'entrée pour toute une génération qui a découvert le cinéaste presque. C'était en général le premier Cronenberg que les gens voyaient. Après, à partir de ce film, ils voyaient tous les autres. C'est souvent comme ça que ça s'est produit. Et Scanners, donc, c'est un film qui date de 1981, qui est, comme on l'a dit, qui a été un très très gros succès en son temps. Bizarrement, donc Cronenberg a toujours été assez mécontent, assez insatisfait. On va comprendre un petit peu pourquoi. Et en fait, c'est un film qui remonte à loin, puisque donc c'était en fait pour remonter un petit peu à l'origine de ce film. En fait, il faut remonter au tout début de la carrière de David Cronenberg, puisque en fait, il faut remonter déjà à l'année 1974, puisque en fait, David Cronenberg il veut rentrer dans le cinéma commercial avec ses deux premiers longs métrages, longs métrages produits dans le circuit traditionnel, Frisson et Rage. À l'époque, il dépose à l'équivalent canadien du CNC un certain nombre de scénarios de pitch et de traitement où on va retrouver, dès le début des années 70, il dépose en fait des idées de scénarios qui tournera des fois beaucoup d'années plus tard. On va retrouver notamment le scénario qui va donner beaucoup plus tard Faux Semblant. On va retrouver plusieurs projets comme ça qui vont être certains abandonnés mais d'autres recyclés. Et il y a parmi eux, en 1974, il y a un traitement de scénario qui s'appelle Télépathie 2000. C'est le premier titre de travail de ce qui va devenir Scanners, qui a existé sous plusieurs titres. Donc il y a Télépathie 2000, il y a The Psychics. Plus tard, il va retravailler le scénario pour lui donner le titre The Sensitives, mais il trouve que ça craint, le titre est assez mièvre. Il mettra beaucoup de temps avant de trouver ce superbe titre Scanners. Vous avez tout juste 35 ans, monsieur Vane. Mais pourquoi êtes-vous dans un pareil état? Vous avez l'air d'une épave. Je connais la réponse à cela. Vous êtes un scanner, mais vous n'en savez rien. Et c'est là l'origine de vos malheurs, monsieur Vane. Je me propose de vous révéler ce qui peut être la source d'un grand pouvoir. On se retrouve en 1979. David Cronenberg sort de Fast Company, de Chromosome 3, qu'il a tourné de manière assez consécutive. Et un jour, il reçoit un coup de fil de son producteur, Pierre David, avec qui il avait déjà travaillé sur Chromosome 3 pour la société Filmplan. Et en fait, c'est une anecdote, mais c'est important pour comprendre un petit peu la raison d'être un petit peu de Scanners. C'est qu'à l'époque, au Canada, en fait, il y a un système de production qui est assez curieux, où c'est les professions libérales, c'est-à-dire les dentistes, etc., des avocats, peuvent, comment on appelle ça, se faire déduire des impôts, faire des déductions fiscales à partir de l'argent qui est investi dans l'art et dans le cinéma.
Et en fait, Pierre David dit, on a une somme d'argent qui est celle donnée généreusement par ces professions. On n'a pas de film. Est-ce que tu as un projet pour profiter de cet argent? Évidemment, Cronenberg, qui n'a aucun scénario finalisé, dit oui, bien sûr. De quoi ça parle? C'est une guerre de télépathes. Il résume le film comme ça, c'est une guerre de télépathes. Super, on tourne le film dans 3 semaines. Évidemment, Cronenberg n'a pas du tout finalisé le scénario. Il n'y a même pas de titre, ça s'appelle encore donc Télépathie 2000, The Sensitive, The Psychics, etc. Pour l'instant, le seul truc qui est vaguement écrit, c'est une scène dans le métro où on a un télépathe qui va violer psychiquement une femme dans le métro. Mais tout ça, c'est très vague. Quand on parle de télépathie, là encore une fois, Cronenberg a des influences, c'est-à-dire qu'il n'a pas sorti comme ça ce concept du chapeau. Il faut rappeler qu'on est à la fin des années 70, qu'il y a énormément de courants culturels qui tournent autour de la parapsychologie. On est encore dans la guerre froide, où il y a des sortes de légendes urbaines plus ou moins vérifiées, comme quoi la Russie, tantôt la CIA, pratique des expériences militaro-médicales, scientifiques, sur des systèmes de manipulation mentale. On s'intéresse de très très près à la transmission de pensée, à la télépathie. Il y a tout un courant scientifique ou pseudo-scientifique qui prend très très au sérieux la parapsychologie, la télépathie. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps dans les années 70. Et il y a évidemment toute une littérature fantastique qui s'en est emparée, le fantastique et le cinéma. Brian De Palma a obtenu de très très gros succès avec Carrie et Fury, où on retrouve déjà ces concepts de télékinésie, de pyrokinésie, avec les personnages qui déplacent des objets, qui mettent le feu, qui transmettent des pensées. Stephen King, évidemment, qui a eu 2 gros succès littéraires avec Carrie, donc adapté par Brian De Palma, et un de mes livres préférés qui est Charlie, qui date de 1980, avec une petite fille qui met le feu à distance. Donc c'est vraiment un thème qui est très, très commun à la fois dans la culture populaire et je dirais même les tabloïds, on peut dire. Et alors Cronenberg évidemment connaît tout ça, sauf qu'il a cette idée, c'est qu'il a cette idée effectivement d'imaginer des télépathes manipulés par des sociétés, etc. Mais il refuse par contre de tomber dans le côté complot militaire, parce qu'il trouve que c'est un cliché déjà du cinéma. Et c'est à ce moment-là où il va se rappeler du fait divers qu'il y avait eu dans les années 50 autour du médicament de la thalidomide. Pour ceux qui s'en souviennent, en fait, il s'agissait d'un médicament qui avait été prescrit aux femmes enceintes, comme dans Chromosome 3 d'ailleurs, on retrouve le concept de l'enfantement. Et donc la thalidomide était ce médicament prescrit contre les nausées et qui avait malheureusement créé chez les femmes enceintes des déformations chez les nouveau-nés. Ça avait été un très gros scandale aux États-Unis. Et Cronenberg s'en souvient. Et il va croiser ça avec un autre film qui s'appelle Blue Sunshine de Jeff Lieberman, qui sort quelques années plus tôt en 1976, si ma mémoire est bonne. Blue Sunshine, en fait, qui racontait l'histoire, c'est un film d'horreur, qui raconte l'histoire en fait d'un mauvais acide, ingéré dans les années 60, qui des années plus tard déclenche des crises de psychose et de démence chez ses utilisateurs. Ça renvoyait encore une fois aussi à cette légende comme quoi il y avait du LSD trafiqué, qui, des années plus tard, sans que les utilisateurs en aient eu conscience, boum, d'un coup d'un seul, ils se retrouvaient pris de crise de démence et ils tuaient tout le monde. Donc en fait, ces 2 idées vont créer le concept de scanners, c'est-à-dire l'idée d'enfants qui ont été, non pas contaminés, mais modifiés par un médicament prescrit aux femmes enceintes et qui se découvrent télépathes et qui forment 2 groupes antagonistes qui vont se faire la guerre. Tout ce que vous avez à faire, c'est penser à son cœur et le faire battre plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Encore. Encore. Plus vite. Plus vite. Encore. Vite. Plus vite.
Arrêtez ça, Ira. Arrêtez. Arrêtez l'expérience. Arrêtez. Arrêtez. Ce qui est très frappant chez Cronenberg, et c'est ce qui le différencie par exemple de tous les cinéastes, notamment américains, c'est que il ne va jamais traiter la télépathie comme un projet d'empathie envers autrui. On n'est pas chez Spielberg. C'est-à-dire que, en fait, un truc qui est très très frappant, c'est que quand on voit par exemple la scène, c'est une scène emblématique, c'est la scène où on voit le gentil Scanners, donc c'est Cameron Vale qui va faire sa première séance de gymnastique psychique avec son mentor, Dieter Tanz. On voit que cette première transmission de pensée, qui, comme le dit le Dr Paul Rust, n'est pas une transmission de pensée, mais une transmission d'un système nerveux à l'autre, se fait sur le mode de l'attaque. Ça, c'est typique de Cronenberg. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique de sa vision du monde et qu'on voit très bien dans Scanners, c'est que l'homme est un animal social. L'humain est un animal social et que dès que l'humain dispose d'un pouvoir, le premier truc qu'il fait, c'est attaquer autrui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand je dis qu'on n'est pas chez Spielberg, c'est une boutade, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est qu'il y a les rapports humains chez Cronenberg sont des rapports darwinistes. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de contact humain autre que des rapports de force ou d'attaque. C'est des rapports de domination ou de soumission, c'est des rapports d'attaque. L'humain est un animal social, c'est une sorte d'insecte qui a construit des ensembles. Mais d'une manière générale, les scanners sont décrits d'emblée comme des êtres asociaux et leur pouvoir de transmission leur servent finalement moins à rentrer en contact ou à créer une empathie qu'à déclencher des attaques directes. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est très très frappant de l'art de Cronenberg, c'est qu'il y a un refus du sentimentalisme, un refus de croire que l'humain est doué pour l'amour, l'amitié ou l'empathie. Et d'ailleurs, quelque chose qui est très très frappant dans Scanners, c'est qu'il y a donc Cameron Vale, qui est donné comme le gentil Scanners, mais qui en fait, que Cronenberg fait tout pour montrer comme un personnage au contraire asocial, antipathique. Il y a le choix de l'acteur Stephen Lack, qui est clairement un acteur qui est choisi pour ses yeux, et ses yeux qui sont très, très, très froids, très pénétrants, si je puis dire. Et il y a une amorce, je dirais, de romance, je dirais, entre le Cameron Vale, donc Stephen Lack, et Jennifer O'Neill, qui n'est jamais concrétisée. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très frappant aussi, et je trouve que c'est assez typique, justement, de l'art cronenbergien, pour traiter un sujet comme la télépathie, c'est que tout est fait pour qu'il y ait évidemment, comme ces deux scanners, on se dit, il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages, ils sont faits l'un pour l'autre, et cette romance-là n'est jamais traitée que sur un mode quasi abstrait. C'est-à-dire on va voir d'ailleurs que dans Scanners 2 de Christian Duguay, elle va être donnée comme effective, alors que dans le 1, rien ne prouve qu'elle existe vraiment. Parce qu'il n'y a pas, encore une fois, la télépathie n'est pas un phénomène de rencontre avec autrui, c'est un phénomène de guerre. C'est quelque chose qui est très très typique de Cronenberg, c'est son darwinisme. Il y a quelque chose de très... et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans bon nombre de ses films, notamment dans La Mouche, plus tard, où il va traiter sur un mode quasi conceptuel, je dirais, l'idée de l'humain comme insecte social. L'idée, c'est que l'humain est un animal qui a construit une technologie, qui donne l'impression d'une sorte d'intelligence et de progrès, mais en fait, la réalité, c'est une réalité organique de pulsion, et c'est une réalité de pulsion et de violence. Scanner, c'est un film où la télépathie n'est que juste un moyen supplémentaire d'assouvir une pulsion, pas un moyen de communiquer une intelligence. Et ce qui donne effectivement à toutes les scènes un petit peu de collective quelque chose de très angoissant, parce qu'on n'a pas l'impression de voir une humanité en osmose, on a plus l'impression de voir une sorte de fourmilière et quelque part en conflit. Cet horrible programme doit être arrêté. Vous entendez? Il faut l'arrêter. Parce qu'il est cruel. Là où Cronenberg a une vision de la société qui est très particulière, qui rejoint
en ce sens qui rejoint un peu ce qu'on peut trouver chez certains auteurs, comme, je citais J.M.J. Ballard, mais on peut citer aussi Philippe K. Dick, puisque on sait que Cronenberg a failli adapter Total Recall de Philippe K. Dick, et la particularité qui relie un peu Cronenberg et Dick, c'est qu'ils ont une vision du monde, de la société, qui est entièrement privatisée. C'est-à-dire qu'en fait, dès les premiers courts-métrages, en fait, les moyens-métrages de Cronenberg, on va avoir une vision de la société qui est perçue comme un ensemble de groupuscules, d'organismes privés, qui sont toujours dans des sortes d'immeubles bunkers, totalement fermés sur l'extérieur, que ce soit les institutions psychiatriques, dans Chromosome 3, les institutions médicales, dans Stéréo, etc. On est toujours face à des espèces d'immenses bunkers, complètement autonomes, avec des sortes de chefs gourous. En fait, il y a quelque chose de très paranoïaque, hein, je dirais, dans la vision de l'industrie et des organisations privées chez Cronenberg, qui semble, je dirais, contrôler l'ensemble du monde, indépendant du politique. La politique n'existe pas chez Cronenberg. Je veux dire, l'institution politique n'apparaît jamais, ou alors de manière très subalterne. Par contre, on a ces visions d'organisation opaque, où il n'y a aucun regard de l'extérieur. Donc dans Scanners, évidemment, c'est la CONSEC, dont on ne sait rien finalement, à part que c'est une sorte d'organisation surpuissante, mais qui est totalement opaque, qui est plus ou moins liée avec la biocarbone amalgamate, avec toujours ces noms comme ça très, très alambiqués. Et encore une fois, on voit qu'il y a une sorte de pouvoir, puisqu'ils contrôlent les scanners veulent dominer le monde, donc il y a quelque chose de très... il y a quelque chose de l'ordre du complot, toujours, quelque part. Et donc, il y a toujours cette idée, effectivement, l'idée d'une société totalement privatisée, aux mains d'organismes complètement hors de contrôle, de scientifiques fous, d'industriels irresponsables, mais qui disposent de pouvoirs immenses et que personne ne peut arrêter. Et on peut dire que, un peu comme chez Philippe K. Dick, on peut dire qu'il y a vraiment cette vision de la privatisation du monde comme une sorte en fait, finalement, c'est un peu l'équivalent des guerres internes entre les corps. Finalement, le corps social, c'est juste des sociétés comme ça qui s'affrontent entre elles. Et donc, il y a vraiment... c'est pour ça qu'il y a toujours un lien. Moi, j'ai toujours fait le lien entre la vision du corps chez Cronenberg et la vision qu'il a de l'architecture. C'est pas un hasard s'il confronte systématiquement des corps torturés, si je puis dire, sur des architectures impeccables. Il y a cette confrontation du corps sanglant face au monde clinique qui l'entoure. Il a toujours cette manière de confronter. Alors, ça crée un effet de contraste, c'est certain, mais il y a aussi quelque chose qui est très particulier, c'est que le corps urbain, qui est en apparence impeccable, abrite toujours derrière des corps souffrants, des corps mutilés, torturés. C'est quelque chose qui est très présent dès ces premiers courts-métrages, où les architectures impeccables sont abritent toujours des expériences secrètes et inavouables. Cronenberg, en fait, dans Scanners, réinvestit complètement toute l'esthétique futuriste, froide, avec toutes ces architectures brutalistes, ces décors urbains glacés, toute cette esthétique comme ça très très froide, qui était déjà celle de Stereo et Crimes of the Future. Il retrouve sa veine urbanistique, brutaliste et froide, ballardienne, qui était déjà le cas dans des films beaucoup plus expérimentaux. Et Carol Speyer, donc sa chef décoratrice, avec qui il travaille, va, comme à son habitude, redécorer des décors. Encore une fois, tout le film est tourné en décor naturel, à 2-3 plans d'effets spéciaux près. Et donc notamment, on a
On a notamment pour le siège de la société Consec, il va tourner ça dans l'immeuble Vaudreuil, qui est un immeuble, un très très grand ensemble de bureaux qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est à moitié désaffecté. Il va tourner toutes les scènes au siège de la Biocarbone Amalgamate. Il va tourner ça dans une usine de traitement des eaux à côté de Montréal, donc des décors naturels. Donc, encore une fois, Carol Speyer va imaginer des logos, mettre des enseignes, créer des accessoires originaux. Vous voyez, tout se passe bien, il n'y a pas à s'en faire. Mais encore une fois, on n'est pas encore dans un scénario finalisé. Et c'est là où il y a toute une problématique qui va être celle de Cronenberg tout au long du film, c'est qu'il commence le tournage alors que le scénario n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il a fait le casting, mais le tournage commence et d'emblée, le tournage est chaotique. C'est-à-dire qu'en fait, Cronenberg réécrit la nuit des scènes qu'il doit tourner le lendemain. Il y a énormément d'effets spéciaux à gérer. C'est un film qui est bourré de cascades, etc. C'est un film où Cronenberg va délibérément vers un cinéma beaucoup plus d'action, beaucoup plus commercial, avec beaucoup de scènes d'action, des fusillades, des poursuites en voiture, des explosions. C'est un film où il y a plus d'argent que ce qu'il a. Il y a beaucoup plus d'argent que sur Chromosome 3. Mais ça va créer d'énormes problèmes. Dès le premier jour de tournage, il va y avoir un accident qui va coûter la vie à 2 personnes à la suite d'un accident de voiture. Il va y avoir d'énormes problèmes au niveau du climat parce qu'apparemment il fait un froid polaire. Et surtout, c'est qu'il va y avoir aussi tout un tas de problèmes de découpage, puisqu'en fait, le film est tourné entre Montréal et Toronto, et Cronenberg, encore une fois, improvise au jour le jour. Ce qui fait qu'il va y avoir d'énormes problèmes de raccord, de cohérence. En fait, il y a tout un tas de problèmes techniques qui font que Cronenberg va rafistoler le film au montage. Et ça explique aussi un petit peu des défauts du film, qui sont des défauts objectifs, que Cronenberg reconnaît, c'est-à-dire le fait que le scénario est confus. On arrive à la fin avec un film qui est assez confus, où les rapports entre les 2 personnages à la fin prennent une dimension un peu abracadabrantesque, si je puis dire. Vous penserez à une chose personnelle, par exemple. D'accord. Ça y est, j'ai trouvé. Est-ce que je dois fermer les yeux? Pas d'importance. Allons-y, je commence. Scanner, c'est un film qui a marqué les esprits pour des séquences inoubliables. Vraiment des scènes justement d'effets spéciaux qui étaient réalisés, si ma mémoire est bonne, par Chris Wallace, qui avaient réellement marqué les esprits. On peut dire que c'est ces scènes-là qui ont marqué pour toujours, dans l'inconscient collectif, l'imagerie cronenbergienne. Ces scènes, évidemment, les 2 les plus fortes et les plus connues, les plus célèbres. C'est la fameuse scène de la tête explosive,
Ça, c'est quelque chose, c'est une scène qui est incroyablement forte, hein, et qui le reste aujourd'hui d'ailleurs, hein, je dirais plus de 30 ans maintenant et des poussières. L'effet spécial de la tête explosive qui a fait beaucoup parler de lui. Alors on sait qu'il y a eu des tas de tentatives parce qu'il fallait faire exploser la tête mais sans montrer d'explosif. Donc ils ont essayé avec des gonflables, ça marchait pas très bien. Apparemment ils s'en sont sortis en tirant je crois avec un fusil pour faire exploser une tête en caoutchouc qui était remplie de nourriture pour chien et de foie de volaille. Et on voit clairement, évidemment, sur le DVD, si on fait une image par image, on voit qu'il y a un faux raccord entre la scène de la tête explosive et la scène où on voit le plan large, où on voit clairement qu'il n'y a pas de sang, puisqu'évidemment, ils n'avaient pas voulu salir le lieu, parce que ça aurait été vraiment infaisable. Mais cette scène-là, littéralement, je dirais, bon, encore une fois, c'est une scène qui a été reprise partout. Et c'est vrai qu'elle a montré, enfin, je dirais là, elle a marqué les esprits comme vraiment étant du Cronenberg. Littéralement, c'est l'esprit qui contrôle la chair, littéralement, c'est l'esprit qui fait exploser les corps. Et l'autre, évidemment, séquence qui est là aussi pareil, qui est célébrissime, c'est la scène du duel entre le méchant et le gentil, donc Daryl Revock et Cameron Vale, qui s'affrontent. Et donc, évidemment, les veines gonflent, et les yeux se révulsent, le corps se met à brûler, la peau s'arrache, et puis il y a ce plan inoubliable où on voit les yeux révulsés de Michael Ironside, qui a déjà une tête. En France, il y a une boutade autour de Michael Ironside, on l'avait surnommé le Jean-Pierre Bacry transformiste. Et c'est vrai qu'il a une mimique très particulière, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il a une manière de tordre le visage qui est très reconnaissable. Et avec les effets spéciaux, les veines, etc., c'est une scène qui est absolument incroyable. Et ça, c'est vrai qu'on a pu dire, à juste titre, hein, que Cronenberg, effectivement, à travers ces scènes-là, révolutionnait le cinéma gore. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre je dirais, dans la manière je dirais, de confronter le mental, le physique et je dirais de fusionner tout ça. Et en plus de ça, par-dessus le marché, il intègre en plus de ça des références à la peinture religieuse, puisqu'on voit le corps de Cameron Vale qui devient encore christique avec les yeux qui sont expulsés, les mains qui prennent feu. Donc Cronenberg arrive au cœur d'une imagerie qui est quasi médicale. Il arrive à la fois à faire un gore extrêmement répulsif et en même temps à créer une imagerie qui est proche de l'art sacré. La photographie dans Scanners aussi, il y a des très beaux moments, je dirais. Mais encore une fois, c'est tous ces plans d'architecture absolument magnifiques, hein. Il y a des séquences aussi qui ont au niveau visuel qui méritent beaucoup d'être revues. Une scène notamment qui est extrêmement belle, et là encore une fois qui introduit, mais de manière quelque chose qui sera beaucoup plus développé dans d'autres films de Cronenberg, c'est le thème de l'artiste et de l'artiste au travail. Puisqu'en fait, parmi les Scanners, on a un sculpteur qui s'appelle Benjamin Pierce, qui disparaît assez vite du film, mais qui montre en tout cas ses œuvres monstrueuses, où on voit des sculptures de têtes, avec des têtes qui surgissent à l'intérieur, etc. Quelque chose d'assez horrifique, hein, et qui est tué par un groupe de tueurs, donc, qui est fusillé par un groupe de tueurs. Et donc il y a des séquences comme ça qui sont assez mémorables au niveau de leur imagerie, au-delà du côté gore. Il y a la scène effectivement où on voit l'artiste au travail et on comprend que Cronenberg fait une métaphore de lui-même. Il va à partir de Scanner, c'est la première fois qu'il traite ce thème. C'est un thème qui va être très présent, notamment dans son chef-d'œuvre Le Festin de nu, où il va nous montrer l'artiste au travail comme un être hanté par des monstres, qui vit à l'intérieur de sa tête, qui essaie Et ça, je pense, effectivement, l'aspect autobiographique chez Cronenberg se sent beaucoup dans cette peinture de l'artiste comme habité par des monstres. Et le personnage du sculpteur Benjamin Pierce est le premier de ces artistes sombres qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres films de Cronenberg. Et
une autre séquence aussi où il y a un joli, une très très belle trouvaille, c'est la scène du film 16 mm. Il y a une séquence où on voit une fausse image d'archive. On voit donc Cameron Vale et le docteur Paul Rusk qui se documentent sur le méchant scanner, donc Daryl Revok. Et on voit un faux film d'archives tourné en 1967 où on voit à l'intérieur d'un institut psychiatrique Daryl Revok qui s'est percé au beau milieu du front un trou au milieu du crâne pour faire sortir des voix dans sa tête. Et il s'est dessiné un œil par-dessus, etc. Et évidemment, on ne peut pas ne pas y voir dans cette séquence en 16 mm noir et blanc une citation directe du premier des moyens métrages stéréo, donc film qui était tourné en noir et blanc de 35 mm, et où on avait un institut où effectivement un des patients s'était foré un trou dans le crâne, au point qu'on peut voir dans ce faux film d'archives une sorte de chute perdue du documentaire qui était stéréo. Donc c'est une très très belle trouvaille visuelle. Alors Howard Shore dans Scanners donc, fait sa deuxième collaboration avec David Cronenberg. Alors quand j'ai dit que la filmographie de David Cronenberg fonctionnait beaucoup par paliers, c'est vrai aussi pour la musique de Shore, puisqu'en fait Shore à chaque nouveau film de Cronenberg, alors il faut rappeler qu'il y a une collaboration assez étroite, on peut dire, entre les deux hommes, puisque Shore fait partie des premières personnes à lire le scénario. En général, quand Cronenberg écrit un scénario, Shore fait partie des premiers collaborateurs à lire les premiers jets. Scanners, effectivement, c'est un film où on va retrouver, comme dans Chromosome 3, beaucoup de cordes. On va retrouver cet art comme ça très particulière. On va avoir des stridences Bernard Herrmanniennes, si je puis dire, avec des effets beaucoup plus cycliques, qui renvoient beaucoup à la musique cyclique, la musique répétitive de Philip Glass, etc. Et Scanners aussi, c'est un film qui évidemment, c'est une musique extrêmement puissante, percussive, et très belle et très émouvante, mais qui est surtout, qui introduit des synthétiseurs analogiques. Alors évidemment, le thème du synthétiseur le motif du synthétiseur qui a dans les années 80 une connotation très science-fiction. Évidemment, ça renvoie beaucoup à l'esthétique futuriste du film. Et ces gros synthétiseurs, je dirais, menaçants, ronflants, je dirais, apportent au film effectivement ce côté science-fiction très poussé. Et il y a quelque chose aussi de très particulier, c'est que la musique de Shore, hein, encore une fois, joue constamment sur des thèmes minimalistes, mais joué de manière très puissante. En fait, Shore commence à sculpter un peu son style, qui va être, je dirais, un mélange de glissement de cordes, de cuivre extrêmement brutaux, très ronflants, de synthétiseurs très planants, et de percussions. Par la suite, on va voir que dans Vidéodrome, il va réutiliser l'électronique, mais il va laisser tomber l'analogique pour le numérique. Il va faire sa première partition composée sur ordinateur, ce qu'on appelle aujourd'hui la MAO. Et il va poursuivre à chaque nouveau film une expérimentation jusqu'au Fest and New. Il va mélanger un orchestre et le free jazz d'Ornette Coleman. Donc on peut dire qu'à chaque nouveau film, Howard Shore expérimente une nouvelle chose, une nouvelle couleur. Et Scanners, évidemment, comme on est dans la télépathie, le futurisme, c'est les synthétiseurs analogiques. S'il y a bien un film qui a lancé la carrière de Michael Ironside, c'est bien celui-là. Michael Ironside, il faut rappeler que c'est un acteur qui a une connotation un petit peu de second couteau, puisque c'est un acteur qu'on n'a jamais vu réellement en tant que star dans les films suivants. Enfin, bon, il a beaucoup tourné chez Paul Verhoeven,
On l'a vu dans Total Recall, dans Starship Troopers. C'est quelqu'un qui a toujours des rôles de méchant ou de dur à cuire et qui a je dirais une manière très particulière de grimacer, de tordre son visage, qui lui donne à la fois un côté très très menaçant et je dirais enfin, il va imposer au public de par à la fois les maquillages et les scènes finales, il va imposer une image très très forte par rapport au public, au point d'ailleurs qu'il va enchaîner après Scanners, juste après, avec un slasher qui s'appelle Terreur à l'hôpital central de Jean-Claude Lord, qui est sorti la même année, je crois en 1981, où il joue le rôle d'un tueur en série dans un hôpital, donc un tueur au couteau. Et il va reproduire exactement les mêmes mimiques, c'est-à-dire la même manière de tordre la bouche, de hurler comme ça. Et il y a un effet Michael Ironside qui va être beaucoup recyclé. Et il faut rappeler aussi, c'est quelque chose qui est assez amusant à constater, c'est que notamment dans les films qu'il va tourner par la suite, et notamment dans le film de Machiniste, et les films qu'il va tourner chez Paul Verhoeven, c'est que dans tous les rôles qu'il va tourner par la suite, il va se faire couper en morceaux. Il se fait couper les bras dans Total Recall, il se fait couper les jambes dans Starship Troopers, il se fait mutiler le bras dans The Machinist. Il y a toujours le cinéma va adorer mutiler Michael Ironside. De là à y voir une empreinte évidemment de son rôle chez Cronenberg, il n'y a comme pas. Et c'est vrai que du coup Michael Ironside va rester toujours un peu cet acteur qui va rester marqué par l'image. Encore une fois, je reviens toujours sur la force de la scène finale de Scanners. On sent que c'est presque le rôle, sinon la séquence de sa vie. Et après, on a Stephen Lack. Stephen Lack qui, pareil, qui n'est pas un acteur phénoménal, mais qui a un regard incroyable. C'est-à-dire qu'il a en fait, et c'est vrai qu'on voit que Cronenberg l'a choisi pour ses yeux, clairement. C'est-à-dire qu'il a une manière de jouer les scènes de télépathie avec ses yeux très clairs, comme ça écarquillés. Et il a vraiment un physique, en tout cas, à défaut d'avoir un jeu d'acteur très expressif, il a un physique très très marquant. Et on va le retrouver, encore une fois chez Cronenberg, on va le retrouver dans Faux Semblant. Et après, il va faire une carrière assez sporadique, mais on peut dire que ce rôle-là l'a beaucoup marqué. Et encore une fois, j'insiste dessus, sur le fait que, bien qu'il soit donné comme le gentil du film, en aucun cas, il ne donne l'impression d'un personnage si sympathique que ça. Et je pense aussi que le jeu d'acteur, qui est très très froid, très distant, presque des fois presque absent, va dans ce sens. On sent que Cronenberg travaille beaucoup plus sur un personnage en creux, à travers un personnage un acteur plutôt, qui se symbolise plus par le regard. Et bon, il y a Jennifer O'Neill, avec qui justement il y a cette espèce de romance avortée. Et donc on peut dire qu'il y a une sorte de trio d'acteurs qui fonctionne justement parce qu'ils ne sont pas employés de manière ordinaire avec le gentil, le méchant et la fille avec qui il va se passer une histoire d'amour. C'est des acteurs qui sont traités un peu à contre-courant de ce qu'on attendrait d'habitude d'un scénario de ce genre. Caméra. C'est moi, Kim. Cameron. Je suis ici. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Alors, Scanners va être un immense succès commercial, donc en salle et en vidéo. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, en fait, il faudra attendre 10 ans avant d'avoir une suite à la franchise Scanners. David Cronenberg a toujours refusé de réaliser des suites, donc Pierre David reprend la franchise en main, mais curieusement 10 ans plus tard, c'est-à-dire au moment où le soufflet est complètement retombé. Et il va confier à Christian Duguay, donc Scanners 2 et Scanners 3, qui vont être les deux suites officielles de Scanners. Alors, qui vont pas réellement innover, je dirais, par rapport au canevas original de Cronenberg. Et en 1993, une seconde franchise est mise en route avec Scanner Cop, puisqu'à l'époque, il y a beaucoup de titres en cop, après Robocop, Maniac Cop, etc. Donc on fait Scanner Cop. Et donc, il est question d'un flic scanner. Et c'est une idée qui n'est pas plus bête qu'une autre. Et donc, la limite, c'est que c'est des films qui suivent donc un policier. Donc, il y a toute une intrigue policière avec des scènes de scanning où, pareil, le gentil policier est confronté à des méchants scanners. Donc, avec, toujours pareil, des corps déformés, des têtes qui explosent, etc. Ça fonctionne.
C'est des films tout à fait recommandables, et voilà, mais qui n'ont, il faut le dire, qui n'ont jamais été plus loin quelque part que ce que le film de Cronenberg avait déjà proposé.